Bonjour. Je vais vous présenter donc l'état d'avancement de ma thèse qui en est à ses débuts. Donc avec un article que j'ai intitulé Les villes nouvelles à l'épreuve du temps. Donc en essayant d'explorer l'histoire des formes des paysages et voir un petit peu l'évolution dans le temps. Donc simplement pour replacer la thèse dans son contexte, donc cette thèse s'inscrit en fait dans la continuité du programme Paysage et développement durable lancé par le ministère de l'écologie, dans lequel j'ai répondu en fait avec une ethnosociologue et un autre paysagiste, et qui essaye de répondre à différentes thématiques, en fait sur la manière d'analyser la mise en œuvre de nouvelles méthodes de gestion des paysages, analyser la perception par les populations de ces changements de gestion, de voir comment le développement durable est pris en compte dans les initiatives citoyennes, et de mesurer l'implication des habitants dans la création et la gestion des espaces verts. L'autre point, c'est une bourse d'études que j'ai eue l'année dernière qui m'a permis d'étudier en fait l'histoire du paysage de la ville nouvelle, et en particulier l'histoire liée à la famille Meunier qui a fortement marqué cet espace. Et le dernier point, c'est une activité de paysagiste que je mène en parallèle et qui amènera une réflexion particulière en fait entre la recherche et l'action sur cet espace. Donc la problématique de départ, c'était de voir comment les évolutions de formes de paysage évoluent sous l'influence de projets de développement durable, et comment les enjeux actuels questionnent l'historique des villes nouvelles et les représentations de la nature. En fait, l'enjeu, c'était de questionner la manière dont les paysages résultant d'une action politique forte, donc les villes nouvelles qui sont une création ex nihilo, intégraient la dimension temporelle, de voir comment avait été pensée et construite la nature des villes nouvelles, puisqu'on verra que dans le cas de Marne-la-Vallée, c'est une thématique importante, et d'étudier le rôle des paysagistes dans la conception de la nature et du paysage dans la ville. Donc au niveau méthodologique, cette étude s'appuie sur une analyse des paysages dans leur profondeur historique, une analyse sémantique également, une analyse à travers les documents actuels, notamment les SCOT et puis tous les documents réglementaires existants, une analyse des politiques publiques et un retour sur les expériences qui sont menées actuellement sur cet espace. Donc pourquoi travailler sur les villes nouvelles ? En fait, les villes nouvelles sont le témoin d'une époque et d'une conception particulière de l'urbanisme et du paysage. Malgré leur dénomination, ces villes nouvelles ne s'installent pas sur des territoires vierges, et elles intègrent différemment de nombreuses traces du passé. En fait, de par leur taille, leur unité et la rapidité de leur construction, les nouveaux paysages issus des grands programmes sont le témoin d'une époque et d'une pensée bien particulière sur la ville, sur l'urbanisme, sur le paysage et sur la nature. Et aujourd'hui, face aux problématiques du développement durable qui sont une injonction dans la fabrication de la ville, elles sont des lieux propices d'analyse des mutations paysagères en cours, du renouvellement des modèles paysagers et de la manière dont les acteurs perçoivent et envisagent ces évolutions au travers de projets qui questionnent l'historique de la ville nouvelle et les représentations de la nature. Donc pourquoi choisir Marne-la-Vallée ? En fait, c'est une ville nouvelle qui est en construction depuis les années 70 et qui continue à évoluer aujourd'hui et qui offre à cet effet une opportunité pour étudier l'évolution du paysage et les transformations des modèles qui ont prévalu à son aménagement, en questionnant leur pertinence, leur pérennité et l'impact des politiques actuelles sur ces paysages. L'intérêt aussi de cette ville nouvelle, c'est qu'elle a été divisée en 4 secteurs, avec on le verra par la suite, mais une évolution de l'ouest vers l'est. Et ça permet en fait d'étudier l'évolution des concepts mis en œuvre et leur impact paysager dans le temps. Donc en fait, les villes nouvelles sont issues d'un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région parisienne qui date de 1965, qui prévoyait la création de 5 villes nouvelles autour de la région parisienne. Et le but de Marne-la-Vallée, en fait, était de créer un contrepoids à l'ouest de la région parisienne, en faisant un contrepoids en fait, à l'attraction de la Défense notamment. Donc Marne-la-Vallée, c'est la plus grande des villes nouvelles d'Île-de-France et de France, avec 27 communes réparties sur 15 000 hectares, soit plus grand que la superficie de Paris, et réparties sur 3 départements, le département de Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne.
Donc cela fait une multitude d'acteurs sur ce territoire, donc 27 communes, avec deux syndicats, deux établissements publics d'aménagement, l'EPA-Marne et l'EPA-France, qui a été créé par la suite pour l'aménagement du parc d'Euro Disney. Et donc 4 secteurs d'aménagement qui ont permis de sectoriser l'avancement de l'évolution de la ville nouvelle. Et 2 secteurs d'agglomération qui ont été créés, le SAN, le syndicat d'agglomération du Val-Maubuée, et le syndicat d'agglomération du Val d'Europe. Donc le principe d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, c'est un principe de gradation de l'urbanisation de l'ouest vers l'est, avec en principe fondateur une préservation des grands espaces forestiers qui était assez important sur cet espace. Donc, depuis sa création, l'espace urbain de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée est structuré par une armature paysagère articulant un système de parcs et un réseau d'infrastructures de transport, avec comme autre principe, par rapport à d'autres villes nouvelles en Île-de-France qui sont structurées autour d'un centre fort et matérialisé. Ici, on a plusieurs chapelets urbains qui sont organisés autour de lignes de transport et notamment de la ligne de RER, qui donc crée une multitude de polarités. Ce principe, en fait, est inspiré d'autres principes mis en œuvre, notamment dans les pays scandinaves, et en particulier dans la périphérie de Stockholm. Donc, en fait, on peut voir que les villes nouvelles s'inscrivent dans une réflexion de longue date sur les relations entre ville et nature. Elles ont été construites selon des modèles paysagers particuliers, hérités d'une pensée sur la ville et l'urbanisme, intégrant à la fois la vision du courant hygiéniste, mais aussi des courants naturalistes venus des États-Unis, qui étaient eux-mêmes inspirés de travaux tels que ceux de l'architecte paysagiste Frédéric Law Olmsted ou de Jean-Claude Nicolas Forestier. Et ces théories en fait envisageaient le développement urbain à partir de systèmes de parcs en mettant en relation un réseau d'espaces végétalisés très divers, s'appuyant sur des éléments existants, complétés par de nouvelles créations, donc des grands parcs urbains, des parcs suburbains, des forêts, des avenues, promenades, etc. Donc étudier Marne-la-Vallée dans une profondeur historique permet de la replacer dans le courant des utopies urbaines et paysagères qui avaient déjà fortement marqué ce territoire, puisqu'en fait la ville nouvelle s'inscrit dans une poursuite de la recherche d'un idéal de la nature au service de la ville, hérité de l'histoire de la pensée urbaine et de sa traduction mise en œuvre depuis le XIXe siècle. En fait, notamment avec l'implantation de la famille des chocolatiers Meunier, qui sont implantés dans la ville de Noisiel, et qui ont créé une cité ouvrière autour de leur usine de chocolat. Donc ils réalisent notamment une cité ouvrière, on a le plan ici, et qui se place dans les réflexions urbaines du courant hygiéniste, et dont elle devient un petit peu le modèle à l'époque, puisqu'elle est exposée notamment au cours de l'exposition universelle à Paris. Et donc le plan d'urbanisme accorde déjà une place importante aux espaces verts, permettant de relier les différents lieux de la ville. Mais au-delà de l'aménagement de cette cité ouvrière, c'est l'ensemble du territoire qui leur appartient, puisqu'ils vont racheter progressivement tout un ensemble de terres agricoles qu'ils vont aménager, avec donc l'aménagement de cet espace agricole qui est mis au service du développement urbain, puisque l'ensemble du territoire agricole fournit à la ville les matières premières et également aux usines, notamment le lait pour le chocolat. Et donc l'objectif est de faire de ces terres agricoles un espace de production et un modèle d'organisation spatiale. Donc on a tout un réseau de fermes modèles qui sont implantées sur le territoire, reliées par un système de trams et de liaisons, qui sont notamment organisées autour de cette ferme modèle, la ferme du Buisson. Au moment de la création de la ville nouvelle, les éléments structurants de l'ancien domaine Meunier sont pris en compte et reconnus pour leur valeur patrimoniale. Ils sont alors repris pour constituer les axes forts de la ville nouvelle qui structurent l'implantation du bâti. Notamment dans le secteur 2, puisqu'il correspond finalement quasiment à la totalité du secteur 2 de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée.
Et les textes d'orientation établis dès 1969 insistent sur la nécessité de respecter la trame de parcs et forêts préexistantes et son utilisation comme repère et support à l'organisation des différentes unités urbaines afin de créer une qualité de vie dans la vie qui s'inscrive dans une dimension patrimoniale. Donc on voit tout ce réseau d'allées qui a été repris en fait sur la trame existante, avec finalement une urbanisation qui s'est faite en négatif par rapport à la fois aux zones boisées et aux zones agricoles, puisque ce sont essentiellement les zones agricoles qui ont été urbanisées, alors que toutes les zones forestières ont été préservées. Pourtant, donc, comme on le voit, à l'opposé des discours de création de la ville nouvelle, où l'idée de ville-nature était prédominante, on voit qu'entre les discours et l'image, les images produites à l'époque, il y a malgré tout une différence, une opposition, avec des images et des discours qui sont fortement marqués par l'urbain. Donc, comme je disais, les espaces forestiers ont été largement préservés. Et ils témoignent d'une conception du paysage, de l'organisation de la ville nouvelle. Les secteurs boisés en fait, possèdent une grande continuité historique. Si on compare avec les plans historiques existants, on remarque que les forêts, les bois reprennent exactement dans leurs limites les forêts anciennes, qui correspondaient souvent soit au parc d'anciens châteaux, soit au domaine de chasse. Et donc, comme je disais, l'urbanisation s'est faite en fait en négatif de ces zones boisées. Mais au-delà de cette facilité technique, cela interroge aussi la manière dont les concepteurs se représentaient finalement la nature de la ville nouvelle, les représentations liées à la forêt, les relations à la campagne et l'impact paysager que la préservation de ces espaces forestiers a pu avoir sur l'image et le vécu de la ville. Alors, finalement, pour les aménageurs, les bois devaient en fait répondre à un double objectif, qui était à la fois de constituer des écrans boisés délimitant des unités urbaines perceptibles par le citadin, et de créer des parcs suburbains destinés à satisfaire les besoins des populations pour leurs loisirs notamment. Donc, en fait, si au départ l'installation des habitants répondait aussi à ce besoin de nature, comme l'a montré des enquêtes réalisées sur le secteur, la forêt apparaît aussi comme une coupure et une frontière difficilement franchissable qui isole finalement les quartiers les uns des autres, notamment du fait aussi que ces grands espaces forestiers sont coupés par des grands axes structurants, notamment les autoroutes et RER qui sont difficilement infranchissables. Du coup, ces espaces sont finalement peu fréquentés, peu appropriés et peu connus, même par les riverains ou les habitants de longue date. Comme on le voit, il y a aussi également un problème de sémantique, comme on le verra par la suite, où de nombreux espaces forestiers, finalement, aujourd'hui, ne peuvent plus être considérés comme des forêts, ne sont plus non plus gérés comme des forêts, et donc induit aussi une évolution de ces espaces. La ville nouvelle aussi, pourquoi étudier la ville nouvelle? C'est un espace intéressant puisque si dans les années 50, les grands ensembles de reconstruction d'après-guerre ont permis aux paysagistes de travailler sur de nouvelles échelles et de nouvelles façons de travailler, les villes nouvelles ont également constitué des lieux d'expérimentation et d'affirmation de la profession de paysagiste. Et aujourd'hui, les villes nouvelles permettent de replacer ou de constituer une histoire de cette discipline. Notamment, donc, je prendrai l'exemple du secteur 2 avec l'implantation de la chaîne des étangs. Donc une réflexion sur l'implantation en 1971 de bassins d'orage à ciel ouvert pour d'abord penser en termes économiques pour répondre à l'imperméabilisation des sols due à la construction de la ville, et qui va devenir finalement l'image emblématique de la ville nouvelle en même temps qu'un espace d'expérimentation et d'affirmation du paysage et du métier de paysagiste dans la conception de la ville nouvelle. Donc en fait cette chaîne d'étangs constitue un exemple intéressant des théories mises en œuvre à cette époque. Notamment ici on voit le parc du Mandinet qui a été créé autour de la station RER par Gilles Vexlar. Et donc on voit que le dessin du parc est très graphique finalement, très
avec des lignes droites très fortes, des grandes prairies. Et finalement, l'espace du parc se veut une réponse à l'architecture environnante et aux grandes échelles de la ville nouvelle, en jouant sur des espaces géométriques, des grandes lignes de composition, des surfaces végétalisées bien délimitées où la nature imprévue a peu sa place. Et la recherche esthétique de composition, de dialogue avec l'architecture reste finalement dominante à cette époque, sans l'objectif affirmé de biodiversité ou d'approche écologique qui sera développé plus tard sur la ville, notamment dans les questions actuelles de la ville durable. Et on peut y voir finalement une période de montée en puissance du paysage qui reste malgré tout dans une phase de recherche d'affirmation avec encore une part importante, une jonction importante avec l'architecture. Et finalement, si au départ la création de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée répondait à une volonté de créer une ville nature, parce que c'est les termes utilisés à l'époque, aujourd'hui la question environnementale, finalement la question environnementale n'était pas forcément la priorité de la planification. Et aujourd'hui, le discours politique et institutionnel qui a glissé de cette question de ville-nature vers la ville durable, et notamment les changements de manière de faire qu'on peut observer, comme par exemple dans la mise en place de gestion différenciée sur les espaces, dépassent de loin les simples changements techniques opérés, puisqu'ils renouvellent finalement l'esthétique de la ville, conduisent à réhabiliter la nature sauvage, comme des auteurs ont pu l'évoquer, et induisent une évolution des modèles paysagers qui reste à questionner. Finalement, ces nouvelles méthodes de gestion renouvellent à la fois l'esthétique de la ville et l'esthétique des parcs et jardins créés à l'époque de la ville nouvelle. Donc le travail sur la sémantique est assez révélateur en fait de cette évolution. Si on prend quelques exemples, notamment la question de la trame verte, qui désignait dans les années 70 une idée de liaison urbaine d'espaces paysagers entre différents secteurs de la ville, alors qu'aujourd'hui il renvoie vers des conceptions plus écologiques, fondées sur l'objectif de défense de la biodiversité, avec l'idée de continuer la création de corridors écologiques. Et ce questionnement sémantique induit une réflexion sur les termes utilisés dans la pratique de l'aménagement, sur les représentations de l'espace qui lui sont liées, sur les sens et les significations des termes et leur évolution au cours du temps, et sur finalement le rapport de force entre les différents types d'expertise intervenant en aménagement. Par exemple sur la question notamment des écoquartiers qui sont en plein développement sur la ville nouvelle et qui finalement interrogent sur l'historique et sur l'évolution de cette ville nouvelle qui renouvelle finalement la planification qui était faite à l'origine avec aujourd'hui des secteurs d'opération bien sectorisés et donc qui renouvelle aussi la vision et la production des formes paysagères. Donc sur le secteur 2, donc le secteur du Val-Maubuée, de nouveaux enjeux donc issus de la prise en compte des principes du développement durable, mais également d'une attente sociale, a amené donc le syndicat d'agglomération nouvelle du Val-Maubuée à mettre en place un projet de SCOP, donc un schéma de cohérence et d'orientation paysagère, qui a été mené dans le cadre d'un programme européen Euroscape, avec différents enjeux donc, expliqués dans la diapositive. Et la finalité de ce document d'orientation est de renouveler la vision du territoire et les méthodes d'action sur les espaces, en donnant aux équipes opérationnelles de terrain un outil d'application prenant en compte les 3 volets du développement durable. L'impact de cette politique publique par les objectifs recherchés et les moyens mis en œuvre va opérer à terme des modifications sur les paysages de la ville, renouvelant une certaine conception des relations entre ville et nature. Puisqu'on voit en fait que
Les orientations proposées dans ce document opérationnel visent finalement à réintroduire une certaine idée de nature dans la ville, notamment avec l'introduction de ruches ou l'implantation de troupeaux dans les zones industrielles. Ouais, ça, j'ai presque fini. Donc, on voit que finalement, l'élaboration de la ville nouvelle, comme beaucoup de projets au cours du XXe siècle, a jusqu'à présent peu pris en compte la vision des habitants et leurs relations sociales. Et donc, dans le cadre de la mise en place de ce document, donc le SCOP, le SAN du Val-Maubuée a testé la participation citoyenne pour l'élaboration d'un projet partagé de paysage sur la question du renouvellement forestier dans un petit espace forestier, donc ici le bois du Husard, qui est délimité à la fois par le RER et par des habitats pavillonnaires au nord et à l'ouest. Et donc le SAN, donc le syndicat d'agglomération, s'est appuyé sur des demandes individuelles des riverains qui souhaitaient soit couper des arbres pour avoir moins d'ombre, soit pour avoir moins de feuilles, enfin des demandes individuelles, pour engager une concertation la plus large possible en faisant appel à une équipe de paysagistes pour que les riverains directement impliqués par cet espace interviennent sur leur lisière et inventent ce qu'ils ont appelé une lisière idéale. Donc ce projet a pris la forme d'enquête sociale, d'ateliers participatifs pour la création notamment de maquettes qui ont permis d'élaborer un projet collectif. Et au final, ce projet, en prenant en compte des enjeux environnementaux, c'est-à-dire la nécessité de renouvellement des boisements et la mise en place de techniques de gestion plus écologiques, et grâce à un travail avec les habitants, a permis d'aboutir à un projet durable dans le sens où chacun se reconnaît dans les actions menées. C'est-à-dire que de nouvelles pratiques sont venues se greffer sur cet espace, notamment de la cueillette, de la détente, la promenade qui était absent finalement de cet espace. Et les habitants sont investis dans les lieux de vie, renouvelant leur perception du site. Donc d'autres actions vont être menées sur différents espaces, à la fois autour de la chaîne des étangs, notamment du bassin d'Issegré, mais également dans des zones industrielles ou dans des zones forestières, pour mettre en place différents types de projets sur le même principe. Donc ici on voit un petit peu différents éléments qui ressortent d'enquêtes qui ont été réalisées par les sociologues sur cet espace. En conclusion, on peut se demander quel enjeu de recherche présente cette démarche. Finalement, le croisement de méthodes du géographe et du paysagiste permet d'envisager le territoire sous l'angle analytique et prolectuel, en mettant en perspective les résultats tirés de l'analyse historique et spatiale pour le tester sur des projets de paysage. Ces projets, notamment testés dans la mise en place du schéma de cohérence et d'orientation paysagère, questionnent les méthodes et les représentations des habitants tout autant que des concepteurs. Finalement, la problématique de la ville durable revient en d'autres termes à considérer le passage d'une ville faite pour les habitants, ce qui a été une vision technique de départ, à une ville construite par les habitants. Et la condition d'élaboration d'un projet de paysage passe alors autant par la prise en compte des caractéristiques du site, à la fois des concepteurs, que par la connaissance du vécu et des attentes des populations pour en faire le support et la réflexion autant que le moteur de changement. Et au-delà du cas particulier de Marne-la-Vallée, cette démarche tente de mesurer finalement une évolution sociétale dans la relation à la nature qui influe sur les représentations et la conception des paysages urbains.